C'est la même mécanique. Allez, on va voir aujourd'hui donc comment programmer les microcontrôleurs avec l'aide de l'IA. Donc, idéalement, c'est ça qui se passe. Ce que vous voyez à l'écran. Donc, ChatGPT, qui à travers un prompt magique fait du code. Avant l'IA, on avait ça. Pepper détective, comment on le lance? Résoudre une enquête. Résoudre une enquête. Donc maintenant, mais il n'est pas démarré sur on peut passer de l'idée géniale à un code qui marche. Avec le problème, c'est que il est possible qu'on sache pas pourquoi ça marche. Il y a juste un truc à cocher. Bon, on va aller plus sérieusement. Plus sérieusement, voir comment on en est arrivé là. Alors, ok. Nao. Ah, c'est pas Nao le mot de passe? Donc, comment on en est arrivé là? Donc, ce qu'on utilise maintenant, donc c'est les LLM, donc en anglais c'est Large Language Model, en français c'est modèle de langage important. Donc, comment c'est arrivé ça? C'est le deep learning a émergé en 2012. On a constaté en 2012 que les algorithmes à base de deep learning battaient les algorithmes classiques. Ensuite, en 2015, on a atteint une performance qui était même quasiment supérieure aux humaines. Après, on s'est dit, ah ben, comment... alors, désolé, là, il y a un os sur la slide. Donc, comment on va traiter du texte? Donc, on a transformé le texte en nombre. Ça, c'est la tokenisation. Donc, chaque mot devient un nombre et un texte devient un vecteur. Alors, après, il a fallu comprendre le texte. Donc, dans la compréhension d'un texte, il y a l'ordre des mots qui est important. Et donc, on a essayé de résoudre le problème, de représenter donc les séquences à l'intérieur des textes. Donc, il y a eu un certain nombre d'architectures qui sont apparues, et entre autres les réseaux récurrents ou les transformers. Donc voilà les différentes architectures donc, qui ont été mises en place. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc l'époque moderne, c'est l'émergence donc de ChatGPT et des LLM, donc l'IA conversationnelle. Et donc là, c'est là que le codage intervient, parce que le codage, finalement, c'est juste quelques langages de plus, alors qu'on s'est on s'est aperçu que la connaissance incorporée dans ces LLM devenait indépendante des langues, c'est-à-dire qu'on pouvait en faire des traducteurs. Donc voilà les grands acteurs qui ont une interface chat. Donc chat, c'est ce que vous connaissez, c'est-à-dire que c'est une fenêtre dans laquelle on peut poser des questions et on obtient des réponses un petit peu après via le LLM. Donc ça, c'est les acteurs majeurs. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut coder? Alors, quand on veut coder, on utilise ce qu'on appelle un agent. C'est-à-dire, on peut considérer le chat comme un agent particulier qui est connecté au LLM
et qui affiche les réponses. Mais l'agent, il va agir, il va faire des actions. C'est-à-dire qu'il va agir, vous allez l'installer sur votre système, et il va agir sur le système, c'est-à-dire qu'il va passer des commandes, il va éditer des fichiers, et donc c'est grâce à ça qu'on va programmer. Hein. Donc en haut de l'image, là, on a un chat utilisateur classique, et ici, on a un codage, donc avec la particularité donc que l'agent, il affiche des trucs pour l'utilisateur, mais surtout, il passe des commandes système, il altère le système de fichiers et il peut agir sur le système de conservation de code, sur Git. Il peut passer des commandes Git, enfin, tout comme des commandes shell. Donc, il peut gérer toute la machine pour vous. Donc, voilà la différence entre les chats et les CLI. Donc, CLI, ça veut dire Command Line Interface. Ça veut dire que l'agent, il agit sur le système via la ligne de commande. Et on verra ça après, c'est-à-dire qu'il ne peut pas cliquer. C'est-à-dire qu'il il faut qu'il passe des commandes. Alors, passons à la suite. Alors, les outils d'IA. Donc, les outils pour programmer avec l'IA. Vous avez des IDE intégrés. Donc, IDE, c'est Integrated Development Environment, un truc comme ça. Hein, donc, c'est comme VS Code, IntelliJ, voilà. Vous avez une fenêtre avec plein de sous-fenêtres. Et en fenêtre principale, souvent, vous avez l'éditeur de texte avec votre code et de quoi choisir le code sur le côté. Donc il y a des IDE dans lesquels on a greffé une interface avec LLM. Hein, donc voilà Alors il y a des IDE spécifiques qui ont été faites par les éditeurs. Alors j'en connais peu. On m'a dit que Google Antigravity, en fait, c'était une version de VS Code un peu spéciale dans laquelle ils avaient greffé une interface de dialogue avec Gemini, donc qui est l'IA de Google. Et sinon, donc, si vous avez un IDE favori, bon, la plupart des gens utilisent VS Code. Donc l'extension qui est embarquée qui a été mise là par Microsoft, c'est GitHub Copilot. Sinon, le JetBrains, c'est IntelliJ. Hein, donc les gens qui font du Java, ils sont souvent sur IntelliJ. Et donc là, vous avez une extension IA que je ne connais pas, mais qui a été intégrée par l'éditeur. Alors nous, on va programmer en ligne de commande parce qu'on est des puristes. Et donc là, vous en avez un certain nombre qui sont disponibles. Donc Claude Code, qui est un des plus connus. Il y a Copilot CLI, donc qui est produit donc par Microsoft, qui a la particularité de pouvoir être commuté, c'est-à-dire qu'on peut en LLM par derrière, on peut le brancher donc sur OpenAI, donc qui appartient à Microsoft, hein, c'est la même que ChatGPT, sur Google Gemini et Anthropic Claude, qui est celui du dessus. Donc il y a un open source qui s'appelle OpenCode et qui est branchable sur n'importe quoi. Il y a Gemini CLI, alors qui est un générique en fait, et qui est par défaut branché sur Google, mais qui en réalité peut être branché sur ce qu'on veut, et aider le dernier donc que je connais pas. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Donc il y a des modèles, il y a des LLM qui sont spécifiques pour le codage et des LLM génériques.
Donc par exemple, les modèles de Claude, c'est ceux avec qui vous parlez quand vous faites du chat. Mais ils peuvent aussi faire du codage. Par contre, Grok Code, il est fait spécialement pour du code. Donc c'est Grok, mais ils ont appris à faire du code. Alors je connais pas bien les détails. Le Qwen 3 Coder, donc ça c'est un truc chinois, je crois, de Alibaba, donc qui est réalisé en open source. Enfin, disons que les poids sont publiés, et si vous avez une machine suffisamment puissante, vous pouvez faire tourner le moteur LLM chez vous. Alors, en général, il faut des cartes graphiques avec 24 gigas de mémoire pour faire tourner ces gros modèles. Ouais. Alors, il y en a qui disent qu'ils tournent sur des ordinateurs non équipés, mais je pense qu'il faut attendre longtemps, parce que je n'ai pas essayé. Voilà. Donc, Copilot CLI, donc ça, vous allez sur GitHub et vous pouvez le télécharger. Vous avez un certain nombre de modèles gratuits. Alors, ils iront pas très loin au niveau du code, mais pour faire du petit code, ça va très bien. Et après, donc il faut payer. Et donc ça, via l'abonnement GitHub Copilot CLI. Donc à la base, c'est 10 € par mois. Ça vous donne un certain nombre de crédits. Et vous pouvez consommer donc du modèle payant. Et je ne sais pas jusqu'où ça va. J'ai commencé avec ça, et puis à un moment, les modèles que je voulais, ils n'étaient pas bien connectés, ils avaient un bug, donc je suis passé sur Claude Code en perso. Open Code, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est un open source, comme son nom l'indique. Par derrière, les gens qui le promeuvent ont un aiguillage qui s'appelle Zen et qui permet d'aiguiller sur divers LLM par derrière. Hein, donc sur les LLM connus, enfin Claude, etc. En mode, en mode gratuit, en ce moment, il est intéressant parce que il est branché sur un LLM assez puissant. Il est gratuit parce que les fournisseurs de ce LLM à la fois veulent en faire la promotion et veulent le débugger. Donc quand vous l'utilisez, vous servez aussi à débugger. Alors peut-être qu'ils regardent votre code. Donc il y a Gemini CLI, donc de Google, que j'ai pas essayé, et il y a Ed que je connais pas. Et la comparaison, le graphique de comparaison s'est planté, mais c'est pas grave, on continue. Alors, on continue. Toc. Toc. Alors, on continue, on va faire une démo. On va programmer. Non, est-ce que j'y arrive ou pas? Ouais. Voilà. Alors, on va programmer ce petit circuit, donc qui est à base d'un Wi-Fi Kit 32. Là, je sais pas si on me voit. Ouais, bon, c'est pas, voilà. En tout cas, bon, on va avoir des photos sur l'écran. Donc, il y a un Wi-Fi Kit 32 et il y a donc le Wi-Fi Kit 32, c'est un ESP32 avec un écran OLED, donc qui permet d'afficher un certain nombre de trucs. Et donc j'ai connecté dessus, donc il y a un microphone I2C qui va pouvoir capter les sons et un DAC I2C pour la sortie sonore. Donc qui ne marche pas, on le fera pas marcher celui-là. Donc voilà, si vous voyez pas la carte de près à la caméra, la voilà là-dessus, avec le câblage maison en dessous. Très propre.
et le plan de câblage. Voilà, le schéma de câblage. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, comment on s'y prend? On va prendre une fenêtre. Tac. Donc, moi, je suis sur Windows. Je programme dans le guide bash. Alors, je vais créer un répertoire vide. Donc, il y a mon ancien répertoire, c'est celui d'hier, parce que j'ai quand même testé ce que j'allais faire. Quand même. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le I2S ne marchait pas. Enfin, le I2S ne marchait pas en sortie. Bon, parce que j'avais jamais bossé dessus, hein, donc c'est un peu normal à la fois. Alors, je vais vous exposer ma méthode de travail. Donc, je crée un fichier docs. Ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, donc je vais en parler. Donc là, je peuple le répertoire que je viens de créer avec le minimum de choses, et donc je vais vous montrer le minimum. Exemple, /docs, /affaires, donc docs. Donc affaires, ça va être le programme qu'on va faire à l'IA. Alors, alors, je vais quand même vous présenter un peu les choses que je mets en place. Donc, c'est là. Il faut virer les previews. Tac, tac. Voilà. Alors, en fonction des agents CLI que vous employez, il y a un certain nombre de fichiers d'initialisation qui sont lus et qui peuvent être mis en place. Il n'y a pas d'obligation de les mettre en place, sauf que si vous les mettez pas en place, vous êtes obligé de répéter à chaque début de projet les mêmes commandes ou les mêmes prompts. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'informer le système sur dans quel environnement il est en train de bosser. Parce que donc si vous le faites pas, il le découvre tout seul, il fait beaucoup d'essais et erreurs, c'est un peu agaçant, ça perd du temps, et autant le faire proprement. Donc, je vous mets alors, il y a claude.md. Alors, en fonction des agents, donc il y a des fichiers globaux qui valent pour tout le système et pour tous les projets que vous allez développer, et les fichiers d'initialisation par projet. Ils ont des noms différents en fonction des CLI que vous allez employer. Donc là, j'ai fait un petit récap. Il semble malgré tout que tout le monde s'oriente vers l'utilisation de agents.md, mais bon, c'est pas encore entériné par tout le monde. Et il y a un des leaders, Claude, qui, comme il est leader, il veut pas bouger. Bon, peu importe. Donc, je vais décrire mon claude.md, et donc si vous programmez de la même manière que moi, je vous conseille de limiter ou de vous inspirer. Alors, donc je dis sur quel OS ça tourne. Alors l'IA, elle va le découvrir, hein, mais autant qu'elle fasse pas 3 essais erreurs et que vous perdiez 1 minute. Et en plus, ça consomme des tokens, c'est-à-dire que non seulement vous perdez du temps, mais pour ceux qui payent, pour les IA payantes, et même pour l'IA gratuite qui est sur OpenCode, à un moment, elle finit par saturer, elle vous dit « Ah non, là, il va falloir attendre, vous attendez 4 heures, vous démarrez une session. »
Donc voilà, il vaut mieux moins consommer. Et puis les écolos vous diront que ça fait crever des ours blancs, etc. Donc on lui dit sur quel OS on tourne, on lui dit quel shell on utilise. Donc le shell, donc c'est là où on tape les commandes. Hein, donc ça peut être le command tool, cmd.exe sous Windows souvent. Moi j'aime bien Git Bash parce que comme ça on est sous Windows mais on tape comme si on était sous Linux, donc c'est assez pratique. Donc pour éviter qu'il cherche, parce que des fois il a besoin de Python pour faire des essais, des trucs comme ça, pour éviter qu'il cherche, je lui dis où est Python, je lui dis où est Node, parce que des fois il cherche Node, et ensuite quand on va programmer, on doit lui dire quels sont les interfaces, enfin les systèmes de programmation en ligne de commande, où sont les compilateurs, etc. Donc là, on va programmer en mode Arduino. Hein, et donc, pour Arduino, l'interface habituelle de développement Arduino, qui est une fenêtre dans laquelle on tape le code, qui est un IDE, en fait, il y a un IDE Arduino, n'est pas suffisante. Il faut Arduino CLI. Donc, ça utilise, donc c'est fait par Arduino, ça utilise le même, les mêmes compilateurs, les mêmes modules de fonctionnement que ce qui est en dessous de l'IDE Arduino, mais c'est disponible en ligne de commande, et donc c'est ça qui va être utilisable par l'agent. Donc si vous avez GitHub, donc installez GH, parce que pendant installer Git aussi, alors ça je l'ai pas dit, parce que à chaque étape de réalisation du développement microcontrôleur, vous avez intérêt à enregistrer le point où vous en êtes, au cas où il vous fait une catastrophe après, ou vous avez envie de revenir. Donc Git, ça permet donc de versionner toutes les tout ce que vous avez fait. Et donc GitHub, à un moment donné, si vous voulez conserver ça sur le net ou le mettre en open source, il vous faut GitHub, donc ça va créer un repo de l'autre côté et ça va tout pousser dessus. Alors ensuite, il y a les conventions. Donc les conventions, moi je lui dis, essayez de passer par les commandes Git Bash, et quand tu fais de la documentation, le faire en Markdown avec des diagrammes Mermaid. Bon, ouais, parce que le Markdown, ça fait du HTML, et le Mermaid, ça permet de faire des boîtes et des flèches, en gros. Alors, fichier Claude, donc ça c'est mon fichier Claude générique, par projet. Donc ce que je lui ai mis là, je lui dis exactement ce sur quoi le projet va travailler. Donc là, je lui ai dit ce que je vous ai dit oralement. Donc on travaille sur un ESP32, je lui donne exactement le nom de la carte. Donc je lui rappelle, alors ça il aurait pu le savoir parce que quand il consulte le nom de la carte, c'est une carte OLED, mais je lui rappelle qu'il y a une carte OLED. Je lui dis comment j'ai connecté les périphériques I2S audio. Je lui dis qu'il faut passer, il faut faire les compilations, etc. par Arduino, parce qu'il y a 3 systèmes pour programmer le SP32. Donc il faut lui dire lequel. Et je lui dis, ah oui, Arduino CLI pass. Alors est-ce que je lui dis, ah oui, donc c'est ici. Pour programmer sur Arduino CLI, donc je dis ici, attention, il faut passer cette commande-là. Hein, c'est-à-dire faire en sorte que Arduino CLI soit dans le pass pour pouvoir l'invoquer, évidemment. Donc ici, je le rappelle, hein, Arduino CLI, et donc pensez à exporter Arduino CLI pass avant compilation. Donc, les bonnes pratiques, donc ça, c'est qui sont issues de ma pratique personnelle qui date de pas très longtemps, en fait, qui date de 2 mois. Mais bon, je vous les passe quand même. Et puis, pour ceux qui ont de la pratique équivalente ou supérieure, eh ben, on va pouvoir discuter, ça va être intéressant. Donc moi, ce que je lui fais, dans un répertoire doc, je lui fais
un fichier affaires.md, donc c'est les choses à faire. Chaque fois qu'on va faire des choses, on va lui donner les instructions. Alors, pas dans un prompt, c'est-à-dire qu'on va lui donner les instructions, les blocs de choses à réaliser là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la mémoire de l'intention que vous avez. Parce que des fois, enfin, disons, ce qui est des fois un mystère dans les projets, c'est la réponse à la question, mais pourquoi il a fait ça ou pourquoi il a fait comme ça. Et donc, là, les réponses sont dans affaires.md, donc c'est les instructions que vous allez donner au programmeur. Et donc, sur le prompt, on lui dit simplement, et vous verrez comment je le fais, on lui dit, bah, tu lis le fichier affaires.md et tu effectues le paragraphe 1. Alors, on va les voir tout après. Après, là, c'est un fichier que je ne crée pas, changementfait.md. Mais là, je vais lui donner en prompt, je vais lui dire, ah oui, à chaque fois que tu fais un changement, tu mets ton compte rendu là-dedans. Comme ça, vous avez la liste de tout ce qu'il a fait. Et donc, je mets un sous-répertoire technique, donc doc/technique, et je mets la documentation des composants, les plans des circuits, etc. Donc ça peut lui servir. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à l'exercice pratique. Donc je m'aperçois que je lui ai pas mis de sous-répertoire technique. Donc je vais lui mettre, je vais copier celui qui était de l'autre côté. Donc on va faire voilà. Alors on va regarder. Voilà. Bon. Donc dans technique, ah oui, alors c'est assez simple. Dans technique, je lui mets, donc il y a un ltech.md, il y a 2 lignes, et c'est les URL du constructeur de la carte et du GitHub du constructeur. Donc voilà. Donc, je connecte la carte. Donc il y a encore l'application que j'ai faite hier soir, mais donc on va tout casser. Donc qu'est-ce que je fais? Alors je démarre un VS Code. Alors non, là il est dans Doc, je vais pas faire ça. Tac. Alors je démarre un VS Code, c'est juste pour l'espionner, pour voir ce qu'il va faire. Donc pour l'instant, ici à gauche, on voit nos fichiers. Donc il y a le cloud.md, doc et technique. Et c'est tout ce qu'on a. Donc je vais mettre ça dans un coin. Et je démarre donc OpenCode. Ah, OpenCode not found. Alors là, c'est alors il faut initialiser Node. Node, c'est setup NVM. Donc NVM, donc c'est Node Version Manager. Pour ceux qui connaissent pas, ça permet d'avoir plein de versions de Node sur le système. Je fais NVM 20 parce que c'est la notion. Non, pardon. NVM use 20 utilise la version 20. Et donc je sais que j'ai chargé OpenCode sur la version 20. Donc là, si je fais OpenCode, ça démarre. Ah, et il va me falloir du Wi-Fi. Blabla. Ça va venir.
Partage de connexion. Tac. Voilà. Donc j'ai le Wi-Fi. Alors, donc là on est dans l'interface OpenCode. Bon. Alors je connais pas toutes les commandes. Bon, ce qui est intéressant, c'est modèles par exemple. Et donc là il y a modèle, il y a un certain nombre de modèles. Alors là c'est Big Pickle. J'ai plus. Je crois que j'ai fait sur Minimax, qui était pas mal. Alors il faut vous renseigner. Alors comme les modèles sur OpenCode, les modèles gratuits ils changent, donc il faut un peu, il faut vous renseigner. Donc Zen, donc ça c'est payant, il faut avoir un abonnement Zen. OpenAI, donc on va vous demander votre clé d'abonnement OpenAI, et même chose pour GitHub Copilot et Anthropic. Voilà. Donc on va se mettre là-dessus et je vais lui dire, donc lis le fichier d'initialisation. Enfin, je ne suis pas obligé de lui dire que c'est l'initialisation, mais bon. Claude/claude.md. Donc je suis obligé de lui dire ça parce que comme c'est pas l'interface, c'est pas Claude Code, c'est pas le CLI de Claude. Comme c'est pas le CLI de Claude, et il ne lit pas ça automatiquement. Alors, au début, il me demande la permission pour lire les fichiers, parce qu'il est assez prudent, donc il est assez prudent. Et au début, il demande des autorisations, et puis après, quand on lui, à chaque fois, on peut cliquer l'autorisation générale. Voilà, donc là, il me fait un peu le compte-rendu de ce qu'il a fait. Donc je lui dis, lis le fichier claude.md. Donc là, c'est le fichier qui correspond au projet que j'ai montré avant. J'attends qu'il le lise. Alors je prépare un peu la suite là. Donc on va lui faire exécuter, enfin dès qu'il aura fini de lire. Alors le test entrée audio ne marche pas, donc ça c'est un chapitre qu'on va pas. Ah non, ça marche. C'est celui-là qu'on va pas faire. De toute façon on va lui dire de pas faire. Voilà, donc la première tâche à faire, ça va être de s'assurer que tout marche bien. Donc on va lui faire afficher Hello sur l'afficheur OLED de l'ESP32. Donc je remets ça dans un coin. Maintenant qu'il est de nouveau disponible, pas encore. Donc il met un peu de temps à comprendre. En même temps, il me dit tout ce qu'il est en train de faire. Alors là, c'est bon. Je lui dis lis le fichier doc/affaires.md et effectue ce qui est demandé au paragraphe. Alors je crois que c'est 0 qu'on a mis. Oui, c'est ça, 0 test affichage au paragraphe 0. Bon, c'est parti.
Et donc là, il va passer en mode j'écris un programme. Alors, alors au début, c'est un peu long, il hésite, il faut qu'il cherche. Il fait des erreurs, il se trompe, mais il récupère. Alors, on peut l'aider à certains moments. Donc, déjà, on va voir ce qu'il fait. On va voir s'il trouve tout seul le fichier que j'ai préparé dans DocTechnique, le ltech.md, qui lui indique le site du constructeur de la carte et le GitHub de la carte. Parce que quelque chose qui leur facilite beaucoup les premiers pas, que j'ai remarqué, c'est de lui donner un exemple qui marche. Donc, voilà, un Hello World qui marche sur le microprocesseur que vous voulez, dans la configuration que vous voulez, ça lui évite beaucoup d'hésitation. Voilà, donc là, il dit, là, il parle anglais, hein. Il dit, bon, le projet a l'air vide, il n'y a pas de code source, donc il va falloir y aller. Alors, let me check the LTech documentation. Et donc là, il a trouvé tout seul le fichier LTech. Alors, je sais plus s'il va me demander l'autorisation de consulter Internet ou pas, ou s'il va le faire de lui-même. Donc il y va. Bon, il prend pas la même librairie que ce qu'il avait pris hier. Donc il prend la librairie U8G2, mais que je connais par ailleurs, ça devrait marcher. Donc là, il se prépare à écrire. Sur mon PC, en mode normal, et je ferai après sur YouTube. Je vais mettre on a une chaîne YouTube et je vais mettre là-dessus. Avec peut-être un minimum de remontage de modification du son. Il se prépare à écrire, il se prépare à compiler. Normalement, on a un nouveau micro. Donc il a bien compris qu'il fallait mettre le Arduino CLI dans le pass. C'est ce qu'il fait, donc il fait son export. Alors, ok, donc il manque la librairie qu'il a voulu utiliser. On va voir comment il s'en sort. Je pense qu'il va la charger via le... Donc Arduino CLI permet de chercher des librairies sur le net, donc c'est ce qu'il dit. La librairie 8G2 n'est pas installée, il faut que j'installe. Voilà, donc il y va, il demande à Arduino CLI de l'installer. Alors Arduino CLI download, installe, et puis il va relancer une compilation et on va voir ce qui se passe. Voilà, donc les premiers pas, c'est un peu l'aventure toujours, donc c'est pour ça qu'il faut commencer petit. Il faut commencer par s'assurer qu'on est bien sur nos pattes, et après on va pouvoir complexifier. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas du tout tenu compte de ce que j'ai fait hier soir pour tester, parce que c'est dans le répertoire d'à côté. Il l'a pas vu. Des fois, quand il a des doutes, il vous demande l'autorisation, mais il se met à fouiller tout le disque dur. Hein. Mais bon, là, il est suffisamment content. Ah oui, donc là, il compile. Donc il compile, il a trouvé que le modèle de carte existait là. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, donc il faut les polices de caractère. Donc c'est la fonte voilà, New Century Bold 14 qu'il cherche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oui, d'accord, donc il s'est trompé de nom de police de caractère. Il dit capital B. Ah oui, il n'y avait pas de B majuscule dans Bold 14. On voit la correction qu'il fait. Donc il se corrige lui-même ses propres bugs. Hein. Et il recompile. Donc voilà, il cherche beaucoup. C'est comme un chien renifleur, et
quand on lui met des obstacles, quand il a plein de problèmes, eh ben, il cherche. Il a envie d'y aller, quoi. C'est votre bon copain codeur qui est toujours plein d'énergie. Ça fatigue jamais, ces trucs-là. C'est ça qui est sympa. C'est-à-dire que vous êtes un peu fatigué le soir en fin de journée, vous avez envie de coder, et ben voilà, c'est votre chien CLI qui code pour vous, qui cherche. Donc là, ça compile. Ah non, là, il me dit que c'est bon. Alors, ah non. Toc. Donc ça, c'est le compte-rendu de compilation. Alors, est-ce qu'il va uploader lui-même dans le microprocesseur? Task 0 y compris. Created. Alors, il a créé, oui, il est content, mais maintenant, il faudrait quand même essayer. Alors, donc je lui dis, allez, alors en français, c'est téléverse le code dans la carte MCU pour tester. Allez, bon. Donc là, normalement, il doit uploader, il doit trouver le port de communication tout seul. Là, il cherche, hein, c'est pas ce qu'il cherche, mais... Voilà. Alors il dit ce qu'il fait. Donc là, il le dit en français, bizarrement. Voilà, upload. Ah, no upload port. Ah oui, mon vieux, il va falloir trouver le port. Hein. Alors, s'il trouve pas, je lui dis, mais... il devrait trouver. Ah, je vais lister les ports disponibles. Alors, ça va être facile, il n'y en a qu'un, puisque je le sais. Il n'y a qu'une seule liaison série connectée sur USB, c'est celui du microprocesseur. Voilà, trouvé COM6. Donc, je sais que c'est bon, c'est celui qu'il avait trouvé hier soir. Donc il n'a pas encore passé la commande d'upload, mais ça va venir. Voilà. Donc là, il confirme qu'il a détecté le port COM6 et il lance la commande d'upload. Et voilà. Donc là, ça marche. Alors, est-ce que ça marche réellement? Je ne vois pas de hello qui apparaît. Non, toujours pas. Donc je vais lui dire, il va être un peu déçu, mais il va chercher. Je pense que là... Ah, téléversement réussi, le code... Oui, donc le code est maintenant sur le SP32. Tu devrais voir Hello s'afficher sur l'écran OLED. Donc c'est tout noir, il n'a pas trouvé, ça ne marche pas. Donc je lui dis, je ne vois rien sur l'écran. Il est noir. Cherche des exemples de code qui fonctionnent sur le net, possiblement sur le site du constructeur. Hop. Voilà, et donc là il va chercher. Il va chercher des solutions.
Voilà, donc si je l'avais pointé directement sur un code qui fonctionne, bon, ben, il n'aurait pas eu d'hésitation. Ça aurait marché du premier coup. Mais bon, je voulais une démonstration en mode réel. Donc il cherche sur le net, là, on voit les éléments de sa recherche sur le net. Ouais, alors bon. Bon, il va trouver un truc. Hier, il a fini par trouver, après plusieurs hésitations quand même. Alors sur la partie droite de l'écran, on va en profiter là, pendant qu'il cherche. Ici sur la partie droite de l'écran, donc il y a le contexte. Donc contexte, donc c'est le nombre de mots qu'il a dans sa mémoire active. Hein, donc c'est 24 000 tokens. Et donc il en est à 12% de sa mémoire active. Donc ça, c'est assez courant. Donc les LLM, ils ont une mémoire de travail, une mémoire active de 200 000 tokens en général. Et donc, quand on arrive vers la fin, eh ben, il commence à oublier des choses parce qu'il faut faire de la place. Alors, donc là aussi, il y a des stratégies dont je parlerai. Alors, chez Claude, par exemple, en payant plus cher, on peut avoir des modèles qui ont 1 million de tokens de mémoire de travail. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire des gros trucs. Alors là, il cherche encore, voilà, bon. Donc sur les contextes, donc une fois que vous arrivez vers les 90% de contexte, si vous ne faites rien, vous arrivez à 99 et à 100%, et là, il fait de la compression de contexte, c'est-à-dire qu'il va s'écrire à lui-même un aide-mémoire de tout ce qu'il sait. Sauf que, et après, il se réinitialise et il le relit. Donc ça compresse. Sauf qu'en faisant ça, il peut oublier des trucs qui lui semblent des détails, mais qui en réalité sont importants. Donc, il vaut mieux faire deux choses quand vous voyez que vous arrivez à 90%. Vous lui faites faire un résumé technique, enfin tout. Vous lui faites sortir dans des fichiers de documentation, des points MD. Vous lui dites de sortir ce qu'il sait et qui vous paraît important pour la suite. Et puis après, donc une fois que tout est sorti, vous relisez les fichiers, etc. Une fois que tout est sorti, vous déclenchez. Alors il y a une commande slash ou un truc comme ça. Vous déclenchez vous-même donc la compression de contexte. Donc voilà, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il fasse de la compression de contexte pendant qu'il bosse là. C'est-à-dire que là, en ce moment là, s'il faisait une compression de contexte, ça rendrait le projet un peu plus difficile, disons. Il y aurait beaucoup plus d'hésitation. Enfin, il aurait peut-être à redécouvrir ce qu'il avait découvert par essai et erreur auparavant. Donc c'est un petit peu une perte de temps. Donc voilà. Donc je vois que bon bah il installe des trucs. Il va réécrire certainement le programme en utilisant une autre bibliothèque graphique. Et puis, on va réessayer. Donc, ah oui, already installed. Donc, il a essayé de retélécharger des bibliothèques qui étaient déjà installées. Voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, et c'est reparti, il réécrit le programme.
Voilà. Alors, donc voilà le nouveau programme. Hein, donc c'est quand même un programme de moins de 10 lignes, mais bon, une fois qu'on a les bonnes librairies, on verra Hello et on pourra passer à plus compliqué. Donc compilation. Après, on va voir s'il a retenu qu'il faut, il faut uploader pour tester. Je vais pas couper. Je mettrai l'ancien président pour sa mère. C'était l'ancien président. Voilà, il compile. Alors, les compilations ESP32 dans l'environnement Arduino sont un peu longues parce que le Arduino recompile trop de choses. Voilà, c'est un peu un défaut. Qui arrive en retard, là, encore. Ah, il n'y a pas tout mangé. Bon, ça compile. Hein. On attend l'issue de la compilation. La compilation a réussi, merci. Maintenant, téléversant. Voilà, il a retenu qu'il fallait charger dans le microcontrôleur. Toc, c'est parti. Lequel Alors, j'ai pas la batterie. loading, je ne vois pas de Hello pour l'instant. Ça va parce que il n'y a pas d'utilisation. Téléversement réussi. Hein, j'ai toujours pas de Hello. Donc vérifie si ça fonctionne. Eh ben non, ça ne fonctionne pas. Je ne vois rien. Écran noir. Allez, cherche encore. Ah, et... ah, il faut être plus têtu que lui. Hein. Mais lui, il y va, hein, il est content d'y aller, tu vas voir. Je vais pas lui dire d'aller voir dans le répertoire voisin. Surtout pas. Va voir la solution. La solution faite par un vrai développeur. Non, par une autre IA. Non, mais une fois, alors, une fois j'avais une IA et c'était Claude Code assez évolué, il tournait en rond, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas et il a fallu donc je lui pointe sur un programme que j'avais compilé moi-même et qui fonctionnait. Hein, donc c'était aussi sur un ESP32. C'était sur ce qui s'appelle les CYD, les Chip Yellow Display. Donc c'est des ESP32 avec des écrans un peu plus gros dans les 3 pouces et qui sont tactiles capacitifs. Et donc ça c'est assez sympa pour faire des tas de gadgets interactifs. Voilà. Alors donc là il cherche oui tous les ELP32 LTEC
Alors j'espère que oui, il y a une V3 version. The user might have a V3 board, mais en fait non. En fait non, ce n'est pas un V3, ce n'est pas un board V3. Pas un board V3. Alors en même temps, la différence du board V3, elle n'est pas dans l'écran. On va voir ce que ça fait. Et sinon, je lui dirais, c'est pas un board V3, cherche ailleurs. Ça branche sur le là-dessus. Bon. Ouais, du coup, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, s'il est gros, on y parce qu'il y a plein de pistes qui transportent les vocales. Bon, il y a peut-être des temps de compilation à couper au montage. Enfin là, bon, chez vous, quand vous programmez chez vous, vous pouvez aller prendre une bière ou faire autre chose, ranger l'atelier pendant qu'il bosse. Non, on range jamais. Si, on range. Ranger le fer à souder, enlever tous les déchets. Donc il va essayer comme ça. Alors je pense, je sais ce qui se passe, hein, c'est qu'il faut, je crois qu'il faut faire un reset du display. Il y a une patte reset et il y a une patte qui est à mettre à 1 pour alimenter la LED qui éclaire le display. Mais je lui dirai pas. Non, vous êtes pas nul que c'est nul. Ah ouais, c'est nul. T'as le droit. Alors si on avait fait un truc beaucoup plus simple sur un Arduino de base, ça aurait marché évidemment du premier coup. Hein, mais bon. Bon, il a trouvé lui-même que j'avais pas une version V3. Très bien. Et là, il y a quelque chose qu'il met sur la voie. Il trouve que dans un code, il y a un VEXT on, donc V tension extérieure on, pour laquelle il pense que ça alimente l'affichage. Alors il va essayer, je ne suis pas sûr que ce soit la solution, mais en tout cas il essaye. Mais il est sur la bonne voie et je pense que s'il ne trouve pas cette fois-là, au coup d'après, c'est bon. Vu ce que j'ai vu hier soir. Oui, il n'a pas l'air de l'avoir utilisé là. Ouais, donc alors, donc là, il commence à regarder les fichiers de LTech. Alors, je dis, hop, confirme, vas-y. Donc ces trucs-là sont également assez bons en reverse engineering, c'est-à-dire que si vous arrivez sur un gros code que vous comprenez pas, alors faut lui poser des questions précises, mais il va fouiller dans tout le code. Alors c'est pareil, là avec des gros codes, on a un risque de context overflow, c'est-à-dire dépasser les 200 000 tokens. Mais par exemple pour le robot Nao, je lui ai dit tu peux accéder robot Nao Pepper, je veux dire. Tu peux accéder au robot via SSH, et puis je lui donne l'adresse SSH Pepper. Et puis on peut lui poser des questions donc sur l'architecture qu'il voit à l'intérieur, la manière dont ça fonctionne, ce que font les librairies, etc.
Donc, qu'est-ce qu'il trouve? Non, il trouve rien, il continue à fouiller. Et donc, pour continuer avec mes histoires de paper, pour ceux qui savent pas, donc j'ai un paper et un Vigibot. Donc, ceux qui ne connaissent pas pourront aller voir sur vigibot.com ce que c'est. C'est un robot c'est un kit robot donc qui a de la vision et qui donc a des roulettes et qui peut projeter donc sur le site vigibot.com une image de ce que voit le robot. Et je me suis dit mais est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose et voir à travers les yeux de Pepper en mettant en place donc le code de Vigibot. Donc le code client de Vigibot, il est open source, il est sur le GitHub de Vigibot. Je lui ai dit, fais la même chose. Donc il a vu que c'était du Node, donc du JavaScript. Il a déterminé que l'interprète c'était du Node 10. Donc il m'a recompilé un interprète Node dans un Docker. Le Docker, il l'a initialisé avec Ubuntu 16, c'est-à-dire que c'est un vieux Ubuntu. Parce que Ubuntu 16 a le même niveau de librairie C que, à peu près, disons un niveau compatible, un petit peu inférieur d'ailleurs, que ce qui est dans Pepper. Parce que si on compile un code C avec une libc de niveau supérieur, elle ne tourne pas sur les machines qui ont un niveau inférieur. Si elle est. Donc il m'a recompilé un node et ensuite donc il a pris le programme de Vigibot et puis au bout d'un certain nombre d'itérations il a réussi à faire marcher la connexion et la vision. Alors il me fait du serial. Donc il est en train de se débugger lui-même, c'est-à-dire que il a décidé que sur la liaison série, on allait débugger ce qui se passe dans LTEC Begin. Donc il va uploader, resetter le microprocesseur et regarder ce qui se passe sur la liaison série. Alors là, le modèle qui est sous OpenCode, là, je ne le connais pas. C'est le Minimax. Je sais plus, en fait, je me rappelle plus si je le connais ou pas. Alors, il faut savoir qu'il y a des modèles de LLM qui sont plus ou moins performants et quand on a l'habitude des performants, des fois on se dit mais celui-là est totalement idiot. Donc soit on est sur un modèle idiot ou soit ça met un peu plus longtemps. Donc si ça continue, on va l'aider, on va lui dire regarde à côté la solution dans le répertoire à côté. Alors donc il y a une erreur de compilation, il va réparer. Hein. Il met son temps. Hein? Ah dis donc, il est lent, hein? C'est... Ah. Donc là, il y a un AO qui se réveille, qui veut recharger. Bon, au coup suivant, je lui dis de regarder à côté. Let me fix that. Ah oui,
Sinon, tu coupes les back-ends de tes travails quand tu rentres dans ton. Il y a une erreur. Il n'y a plus de gaz, c'est pour faire. Il y a déjà un truc qui est lancé. Ah bah voilà. Regarde la date, c'est ce que j'allais dire. Coca quand même. Donc Ça c'est m'étonnerait qu'il y ait des bactéries trop vu le Coca comment il est chargé. donc c'est le goûter robot. Certains ont commencé. Bon, je pense que ça va pas marcher, mais bon. Je vais lui dire d'aller regarder à côté. Un code qui marche. Voilà. Oui, à demain, bisous. Demain, carte numérique, bisous. Je cherche la première. Bravo. Bonjour. Voilà. Allez. Je vais DJ Piper. On peut tout faire. Il est pas prêt. On peut tout faire. C'est ça. Pas descendre, nous on est à 5 étages. Ça va pas, c'est déjà regarde, sur un canal de Piper, on va manger dessus. C'est très drôle. Ouais, j'ai fait un divorce. C'est vrai, il a idée les coups. C'est peut-être le motif pour celle-là. J'avais pas trouvé dans les applis. Ah, mais c'est en direct. Non, elle n'existe pas, ça jamais. Il y a une appli différente qui démarre avec ça. Ouais, c'est direct. Après, tu cherches dans les fichiers, tu cherches dans les manifestes, où est-ce qu'il y a des changements. Ouais. Je viens de faire une. Ah, salut maman. Bah écoute, on essaie de relancer celle-là. On l'avait ouvert pour une réunion, on l'a laissé. Bah je sais pas, ouais. Je pense que si j'ai une bouteille de coca aussi vieille, c'est que c'est moi qui l'ai acheté qui l'a ramené au marché. Parce que moi j'aurais dû avec les 3 Bah je l'avais acheté pour quand elle était dans le bac. Bah c'est possible. c'est-à-dire qu'ils m'ont rendu déjà Paris. Non, c'est une que c'est pas que je suis allé à Center Park avec mes collègues. On fait des robots. Moi je m'en fous des robots. Ah si, donc de toute façon, moi, Alors là, je pense qu'on va être bon parce qu'il a trouvé un code qui, je pense, devrait marcher. Sur le GitHub du constructeur. Moi, j'ai fait combien de parties? T'as vu, c'était combien? Salut, tu es là?
Bah, je pense qu'il est sur la bonne voie. Ça aura mis du temps, mais on n'aura rien fait. C'est magique, c'est formidable. C'est magique. C'est le Muni, c'est le Rara, c'est Oh, le voilà. miracle. Ouais. On va lui dire, t'es un bon chien-chien. Non, on va pas l'appeler chien-chien parce que tu sais ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut toujours être poli avec les IA. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Dans un film, ils se sont même donné. Oh, ouais. On ne sait jamais. Et d'ailleurs, chez vous, je ne sais pas si vous savez, mais dans les milieux autorisés, on pense que la menace robotique est plus grave que la menace nucléaire. Tu vois, imaginez qu'il y ait une nation qui balance 100 millions, enfin 1 million de robots en parachute au-dessus d'un pays. Et ben, vous pouvez plus sortir de chez vous. Ils contrôlent le pays. Hein? Et après, on va pas très longtemps. Ah, le bordel, après on va refaire le générique de Matrix et tout. Dans Matrix, ils fonctionnent à l'énergie solaire au début, ou l'uranium se cachait. C'est dans Horizon, hein. Sur le jeu vidéo Horizon, leur énergie, c'est la matière organique. C'est pas une bonne idée. C'est vraiment pas une bonne idée. Pour nous. Ah bah c'était la fin du monde, hein, Horizon. Ouais. À la limite, s'il commence par les camps, ça va. Bonjour. Alors, c'est ici Hello. l'association, c'est ça? Ah non, c'est notre, c'est le goûter. Ouais. C'est le goûter, c'est le goûter robot, tu vois. Apéro, on n'a pas le droit ici. Ah oui, d'accord, c'est avec Space Mobile. Vous avez tout le matériel, il fait de la maintenance. On fait tout. On fait de tout. Donc là, je fais un exposé sur la programmation par IA. Et donc, j'ai lancé une programmation microcontrôleur sur donc par de l'IA. Et j'attends qu'ils m'écrivent hello là-dessus. Et après, on pourra aller plus loin dans la manip. Tu couperas au montage à la tronçonneuse. Là, t'as un Arduino ou un ESP C'est un ESP32 avec un petit afficheur. Et il y a des périphériques I2S audio. Il y a un micro là. Et là, il y a un DAC. Ok. Alors, va-t-il y arriver? Alors, bon, maintenant, il upload après toute cette séance de réflexion là. Toc, ça upload. Alors. Et voilà. Oh là là. Hello. Incroyable. C'est le Word. Là, Alors. là, va falloir le zoomer. Là. Alors. Tu me le zoom. Voilà, bravo. On est arrivé à écrire hello. Alors là, on va faire un petit peu de sortie audio. On va faire le test entrée audio. Non, sinon, Donc là, je lui dis un microphone de type ICS 43 434 est connecté à l'entrée I2S. Mesurez le niveau d'entrée en dB pour chacun des canaux droit et gauche toutes les 100 millisecondes et affichez les niveaux sur l'afficheur OLED. Voilà. Donc, là, il a compris que les tâches sont dans le fichier doc affaires.md.
Et je lui dis donc effectue, donc on va sauter la tâche 1 qui ne fonctionne pas, effectue la tâche 2. Alors j'espère qu'il ne va pas effectuer la 2.1, mais uniquement la 2. Alors j'aurais dû lui dire. Donc la 2 va consister à écouter ce qui arrive sur le micro et à afficher le niveau. Donc le niveau en décibels sur l'afficheur, donc maintenant qu'il s'est affiché. Et donc c'est parti. Alors on va peut-être avoir à attendre un moment, mais bon, c'est parti. Peut-être que le moment qui sera passé, je sais pas. Oui, bah oui. On va pas Ah bon, alors il me fait toute la tâche 2. C'est pas ce que je voulais. Alors est-ce que je peux l'interrompre? On va le laisser aller, on va voir ce qu'il fait. Donc j'aurais dû lui dire effectue la tâche 2, mais pas 2 points ni 2.2. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça qu'il faut procéder, c'est-à-dire faire par petits incréments. Parce que donc initialement je lui ai fait faire la tâche 2 où il affiche les niveaux en décibels, mais ça variait tellement vite que j'étais même pas convaincu que ça fonctionnait. Donc après je lui ai dit mets une barre comme un vumètre, et là je voyais, là j'étais convaincu que ça fonctionnait. J'avais pas des nombres qui bougeaient dans tous les sens. Et donc après, donc là la tâche 2.1 c'était faire un bar graphe horizontal, et 2.2 bah, je me suis dit bon bah on va lui compliquer un peu la tâche, tu vas me faire un analyseur de spectre. Voilà, et donc c'est parti, il a trouvé, bon, donc là il va tout faire, hein. Je pense qu'il va tout faire. Donc il a trouvé lui-même qu'il fallait faire une FFT. Donc la vitesse d'échantillonnage étant de 44 kHz, ça fait une FFT avec grosso modo un affichage qui va jusqu'à 22 kHz. Mais par ailleurs, on va voir ce qu'il trouve là, mais par ailleurs il sait que dans les fréquences très aiguës, il n'y a pas grand chose à afficher. Et donc il a limité l'affichage à 5 kHz. On va voir ce qu'il fait là. Donc là, il s'aperçoit qu'il faut faire une FFT, donc phase Fourier transform, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc la transformée de Fourier, c'est ça qui permet d'afficher donc les différentes fréquences, hein. Donc c'est un peu comme un piano, vous avez toutes les fréquences, une par petit rectangle, et en fonction de l'intensité du son qu'il y a sur cette fréquence-là, ben, la barre est plus importante. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Toc. Ah, il a trouvé quelque chose, là. Il a trouvé un GitHub. Oh là. Non. Il y a des Google Salut. Ah, donc là, il se fait lui-même un plan, donc ça c'est intéressant. Il dit bon, je vais déjà faire le code de base pour faire de l'entrée, pour lire le microphone, donc l'entrée I2S, et ensuite je vais afficher la FFT. Je vais faire la FFT après. Donc là, il cherche une librairie qui fait FFT, donc donc il trouve ça sur Arduino. Donc c'est ça qu'il va prendre.
les collègues. Ça, c'est pas bref. C'est là, non? Mais non, c'est riche. J'ai rien fait de bon. Je vais à qui c'est bien. Voilà, donc là, il est très très raisonnable. Hein, c'est-à-dire qu'il fait la tâche 2 et la 2.1 d'abord, et ensuite la 2.2. Donc là, c'est l'IA qui génère elle-même un plan d'action qui décompose une étape importante en petits morceaux. Bon, il installe quand même la librairie, la bibliothèque FFT. Bon, bah, là, il y a quand même. Il a plus rien installé. C'est un petit objet sur quoi. Donc là, il se rappelle que dans Claude.md, donc il y avait les numéros de broche des connexions I2S. Hein, donc la I2S, c'est de la transmission série. Il y a 3 fils, donc il y a une cloque, les données, et il y a un autre fil pour dire canal droit ou canal gauche. Normalement, il est censé pouvoir tomber sur le monde, oui et non. Ah, bah ça c'est. Ah, du tout. Ouais. C'est tout électrique là. On va mettre un petit moteur au début. Pendant qu'il fait tout ça, donc on va regarder un petit peu. On va regarder, voilà. Faire une récapitulation de ce qu'on a fait, hein, donc les conseils pratiques, donc tirés de ce que j'ai pu faire depuis 2 mois. J'ai dit donc bien spécifier la famille de microcontrôleurs, le microcontrôleur exact et la carte utilisée, donc ce que j'ai fait, installer comment compiler, donc dans quel framework. Ah, donc voilà, il faut que vous puissiez faire les opérations en ligne de commande. Alors sinon, il peut chercher et installer tout ce qu'il vous faut, mais ça va encore demander du temps. Et donc ne pas hésiter à donner des exemples ou pointer sur du code qui fonctionne. Donc, alors, au niveau des prompts, donc ce que j'ai pas fait, mais ce qu'il a fait tout seul, c'est pour les changements importants, demander un plan et demander de l'approuver avant de commencer. Donc ça, c'est quand vous faites vraiment les gros trucs. Demander des explications sur le code généré, donc ça, on pourra le faire une fois qu'on a quelque chose qui marche. On peut lui demander des explications. On peut aussi lui demander de générer une documentation. La documentation, donc c'est ce que vous mettez par exemple sur GitHub dans le README. Donc motivation du projet, pourquoi, à quoi ça sert, l'utilisation et une description technique. Donc toujours utile si vous souhaitez continuer le projet. Alors,
là, pour les projets très complexes, j'ai dit complexe, mais c'est vraiment très complexe, vous pouvez utiliser plusieurs IA. Une première qui supervise le développement. Donc, il faut préparer, comme c'est un projet complexe, il faut préparer une description très précise de tout ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un grand texte, il faut vraiment sortir tout ce que vous avez dans la tête. Sinon, il va faire autre chose. Lui demander un plan d'action pour une IA de codage. Donc, par exemple, on lui fait faire un plan.md. Toutes les IA, en fait, elles marchent très bien avec le Markdown. Donc, c'est le langage qu'on utilise parce que c'est quasiment du texte. C'est légèrement structuré. C'est quasiment du texte, très facile à lire, même pour nous. On peut lui demander un plan de test et un plan de réalisation des tests. Alors, il faut relire les plans. Parce que comme c'est un gros projet, si jamais il part dans le décor, bah ça va se voir au niveau du plan. Alors là, je m'interromps un petit peu parce que je vois qu'il est arrivé à faire donc la première étape. On va voir ce qu'il m'a demandé. Donc effectivement, il y a le bar graph qui marche. Alors là, je sais pas si je sais pas si on a envie de le voir. 1, 2, 3. Donc là, alors, allez, vas-y, parle. Donc là, vous avez le vumètre fait par l'IA, voilà. Donc il y a une barre, qui progresse. Alors sur un seul des canaux, hein, ça doit être le gauche. Lorsque je parle, voilà. Donc il m'avait mis left, right, et donc il y a la barre qui bouge en fonction du volume sonore. Donc et donc il a décidé lui-même de faire ça par étapes et il me demande si ça marche. Donc tout fonctionne. C'est le canal. Alors c'est le canal gauche, hein, comme j'ai déjà dit sur la doc. C'est le canal gauche. Alors il va comprendre, hein, mais bon, on essaie quand même de lui parler en bon français. C'est le canal gauche qui reçoit le signal du microphone et je lui dis tu peux passer à l'étape 2.2 et en avant. Voilà. Donc on va voir l'étape suivante. Donc je reprends ce que je disais. Donc relire les plans, altérer si ça va pas. Les modifications de détails, vous pouvez les faire à la main. Si vous voyez que c'est entièrement planté ou qu'il y a une modification importante à faire, c'est que la description était pas bonne. Donc vous changez votre description, vous régénérez le plan. À ce stade-là, on lui fait générer la documentation, la motivation du projet, le manuel utilisateur, l'architecture générale. Ça permet de s'assurer qu'il a bien compris. Hein, et relire la documentation, et s'il y a un problème, modifier la description. Après, vous prenez une autre IA, fraîche, c'est-à-dire contexte vide, comme ça elle va avoir tout son contexte pour développer, et vous lui pointez sur le plan, tu lis plan.md, et tu effectues le plan. Alors, si on a fait un plan de test, on a pu aussi faire fabriquer les tests par une autre IA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les IA de développement, ils font aussi des tests. Par exemple, là, on vient de le voir, c'est-à-dire qu'il m'a demandé à l'issue, alors il a fait lui-même ses étapes, et à l'issue de l'étape de point, il m'a demandé si ça marchait. Donc c'est un genre de test qui s'est auto-donné, et il m'a demandé un retour. Alors, une chose qu'on n'a pas faite sur cet exercice-là, on lui a pas dit de documenter chaque étape. Alors je peux lui demander après. Hein. Donc documenter chaque étape dans les changements.
Il faut lui dire faire un commit à chaque étape. Donc le commit, ça permet de sauver le code. Parce qu'à un moment, il peut très bien tout détruire. Vous pouvez aussi perdre l'alimentation de votre portable. Enfin voilà, vous pouvez tout casser. Donc autant enregistrer ce qui se passe. Et donc attention, ça va vite. Et donc les bêtises de l'IA aussi, ça va très vite. Donc faut quand même bien surveiller ce qu'il fait. Donc je mets quelques exemples de prompts. Donc comment j'ai créé un fichier, mon fichier général, claude.md. Ben, je lui ai décrit comment je travaillais donc sous forme de texte. Donc c'est une machine sous Windows 11, je travaille sous Git Bash, etc. Et je lui fais générer le claude.md lui-même. Comme ça, je suis sûr que il va y avoir les mots qui vont bien, qui va utiliser lui-même et qui va pouvoir se relire et qui va pas se tromper. Le temps est compté. Pas se tromper dans la relecture. Pour le claude.md du projet, donc je lui ai dit créer un fichier claude.md décrivant le microcontrôleur, etc. Donc le fichier claude.md, vous pouvez l'éditer à la main, mais vous pouvez aussi lui faire faire. Hein. Un autre prompt sympa, vous avez vu qu'il a hésité, enfin il y a eu pas mal d'essais-erreurs au démarrage, c'est ça qui a pris du temps. On peut lui dire, donc ça c'est un prompt assez utile, sauve les informations qui, si tu les avais eues, auraient évité les essais-erreurs. Et donc les sauver, par exemple, là dans LTEC Wi-Fi Kit 32. Donc ça va lui éviter. La prochaine fois que vous faites un développement sur LTEC Wi-Fi Kit, vous lui mettez ça et il va y aller directement. Et donc là, c'est un prompt qui lui dit une fois pour toutes, par exemple, donc ça c'est en début de projet, pour chaque action effectuée, demander et effectuer, donc rajouter dans changementfait.md. Voilà, donc là, on va revenir à ce qu'il est en train de faire. Bon, il est en train de de mettre la FFT dans le programme. Il y a des erreurs de compilation, et donc là, bon, il va y aller, et on va voir ce que ça donne dans quelques minutes. More for you. Donc voilà, là il trouve un problème sur la librairie FFT. Donc là il va fouiller dans le code source de la librairie FFT. Hein. Donc ça c'est comme ce qu'on ferait manuellement. Il y a une erreur, ça déconne. Alors on va voir ce que l'auteur a voulu faire. Mets-le compressé sur le Wi-Fi là. Avec mon cachet sur le Wi-Fi. Il y a des robots qui se baladent ici. Ouais. Non. La journée, il était en train de Bah, il est comme ça. il te manque un câble derrière. Il manque le petit. Ça pense. T'avais une clé USB ou pas? J'en trouve pas. Donc, je suis en train d'aller un peu si J'avais ce clé USB avec un de 8 dessus.
Eh mais ça, on la refait. Oh, je- Ah non. Donc là, la FFT, la librairie FFT lui plaît pas, il va le refaire lui-même. Alors j'espère qu'il va faire une FFT, pas une DFT, donc la FFT étant plus performant que la DFT. Donc là, si on avait eu un algorithme ou une implémentation de FFT qu'on connaît et favorite, on lui aurait dit, il l'aurait pris. Là, on l'a laissé complètement libre, donc il fait un peu ce qu'il veut. Maël, t'es sûr qu'il démarre ton truc là? Il est comme ça tout à l'heure. Et il l'a fait tout à l'heure, ça peut être. Bon, c'est pour tout de suite. Alors, Bon, attends, m'attends. là, j'ai eu time out. Ah. Alors, il y a eu time out, il a arrêté. Je ne sais pas quelle connexion a loupé. Je lui dis reprends la mise en place du paragraphe 2.2. Oui, il y avait la jambe qui était tendue. Il y avait le genou aussi, j'ai mal reçu. Un bricolage. C'est ça aussi,
c'est bon là, 1, 2, 3. Oui. Alors, c'est reparti. Compilation réussie. Alors, on envoie le code et on va voir ce qui se passe. Après, peut-être la machine, c'est déjà arrivé. Ah non, c'est déjà arrivé avec une batterie. Putain. Ah, alors. On a un spectre, mais c'est un peu moche quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là, ça marche pas terrible. Alors, je vais lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui poser des questions. Quels sont les intervalles de fréquence affichés? Quels sont les niveaux affichés à Ah oui, il me dit 16 bars entre moins 81. Il semble que le niveau affiché soit excessif. Donc hier c'était mieux du premier coup, là il m'a fait que 2 niveaux. Ah, il s'est trompé de sample rate à mon avis, sur ma fiche 16 bits avec le flash. Normalisé Ah, ok. Donc il n'a pas normalisé. A few minutes later. Ouais, bon. Ça fait des trucs, mais... Bon, c'est pas dément. C'est moins bien que ce que j'ai réussi hier soir.
Si, là, il a uploadé, là. Ouais, tu vois, réussi et c'est ça. Il hallucine un peu là. Et là, il y avait gris là-bas. C'est ça que j'avais. J'avais été. En fait, c'est pas parce que j'avais un bus de V4. J'ai pas de jambes déjà. A few moments later. Ouais, c'est pas terrible quand même. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Revenir, pas revenir, mais prendre un format où le présentateur est debout, comme ça, une seconde scène. Ah, bon, je dis ça. J'ai sorti les trucs, mais je m'en sorti. Je vais leur enlever, je vais les enlever. Bah, sur le fur et à mesure. Comme ça, sur le fond de A few minutes later. Peut-être, pas lui. Yes. Bon voilà, j'ai un bar graphe qui marche. Ah, enfin! Enfin, on y est arrivé. Attends! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Ah, il y a les robots qui se pètent la gueule là. 1, 2, 3. Voilà. Voilà, on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire. Non, ça va. On va l'arrêter là-dessus, je pense. Ouais. Le mot de la fin? Au revoir tout le monde et bonne programmation. Oui, alors